Ok, ok. Bien sûr, hein, je vais bientôt apparaître dans la caméra. Je vais juste préparer un peu le matos pour tourner. Oui, ok. Bon, j'espère qu'il y a la craie. Oh non, j'ai oublié que c'est lequel. Ah, oh non, ne dis pas qu'il y a que ça comme craie. Bon, ça va, ça suffit pour la séance. Non, ça va, ça va. C'est suffisant. On va prendre une mauve et voilà, un blanc comme ça. Ouais, ça devrait le faire. Et une éponge. Ok. Ok, comme je l'ai dit, bah bon, pas comme je l'ai dit, hein. Enfin, on devait continuer un peu ce qu'on avait fait la dernière fois sur la, la démonstration, pas non, la résolution de l'équation de Schrödinger, mais avec une particule à une dimension, mais qui subit une force de rappel. La force, on l'exprime, en fait, la force, on la représente par un potentiel, parce que on rappelle que la force est dérivée d'un potentiel, et c'est juste le gradient d'un potentiel, quoi. C'est la dérivée d'un potentiel par rapport à la position. Et du coup, bah, au lieu de parler de force, on parle plutôt de potentiel pour l'équation de Schrödinger. Et du coup, bah, on résout l'équation de on résout toujours l'équation de Schrödinger à une dimension, sauf que le potentiel, cette fois-ci, sera harmonique. Elle aura la forme d'un potentiel harmonique lié à une force de rappel. Et on était parti comme, par petit rappel, parce que ce qu'on a fait la dernière fois, c'était quoi? De base, on avait l'équation de Schrödinger comme ça, c'était moins dérivé. Ah oui, bon, ça c'est vraiment nul comme cri. Bon, je recommence. Il faudrait quand même que j'écris grand. Moins dérivé carré par rapport à la position carrée de la fonction d'onde, ok, ok, plus un demi de. Ah oui, ok. Bien sûr, non, ici c'est moins h bar carré sur 2m. Je vais aller trop vite. Plus un demi de m oméga carré x carré fois la fonction d'onde, je ne sais pas si on voit jusqu'à là, égale à l'énergie du système fois la fonction d'onde. Voilà, ça c'est ce qu'on avait la dernière fois comme équation. Juste voir si on voit tout le tableau. En effet, on voit tout le tableau. Parfait. Du coup, voilà, ça c'est ce qu'on a comme équation de Schrödinger avec la situation où la particule aussi, quoi. Je rappelle, hein, cette situation est idéalisée. Ce n'est pas une situation réelle, mais on peut utiliser ce modèle-là qu'on va construire pour décrire les vibrations entre les molécules. La vibration que fait une molécule, quoi. Quand la molécule vibre, elle aussi, on va dire. On peut dire qu'elle aussi, et donc on peut utiliser les résultats qu'on va trouver dans cette équation, dans cette résolution d'équation de Schrödinger. On pourra utiliser les résultats qu'on va obtenir pour, pour décrire, cette vibration, quoi. Les résultats qu'on aura ici, on va les réutiliser quand on va parler des molécules qui vibrent. Voilà. Et du coup, voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'on avait fait? En fait, on s'est dit que ça, là, c'est compliqué. En fait, c'est compliqué à travailler avec ça. En mode, il y a trop de constantes. Trop de constantes. Voilà. Ça- Là, il faut savoir que résoudre cette équation de Schrödinger est très difficile à cause du terme en x carré ici. Du coup, déjà, vu que c'est déjà difficile, il faudrait quand même simplifier tout ça, en mode rendre ça le plus propre possible, comme ça on peut travailler le plus facilement possible, tu vois. On ne voudra pas se trimballer toutes ces constances-là. Du coup, c'est pour ça qu'on a décidé de faire quoi? Quelques changements de variables, quelques changements de variables qui vont nous ramener à une forme plus simple de l'équation de Schrödinger. Et, après, à partir de ça, on va résoudre l'équation de Schrödinger. On va résoudre l'équation de Schrödinger. On va résoudre l'équation de Schrödinger. Du coup, comme changement de variable, ce qu'on a fait, c'est quoi? On a dit qu'on voudrait travailler avec une nouvelle unité de longueur. La seule unité de longueur qu'il y a ici, c'est le x. Okay, on voudrait en avoir une autre. Pourquoi? Comme ça, en fait, la raison pour laquelle on voudrait avoir une autre unité de longueur, c'est pour, on va dire, c'est pour définir une variable qu'on va appeler u, qui sera égale à quoi? À la position divisée par cette nouvelle unité de longueur que j'appelle b. En gros, le x ici divisé par une longueur sur longueur, ça fait rien. C'est adimensionnel. Et c'est ça qu'on veut. On veut une variable qui est adimensionnelle à la place de x. En gros, à la place de x, on voudrait travailler avec le u, une variable adimensionnelle. Et vous voyez qu'en faisant ça là, et en définissant bien le b, eh bien, tous les constantes vont partir. C'est ça le but. Voilà. Première chose, on pose ça. Enfin, voilà. Et comment le b, je le définis? En fait, il faut être malin. On va dire que tout ça là, tout ce paquet là,
va être égal à quoi? Va être défini par 1 sur b quatrième. En gros, c'est 1 sur b exposant 4. Pourquoi je fais ça? Parce que, en fait, pour deux raisons. Déjà, pourquoi 1 sur b quatrième? C'est parce que dimensionnellement, ça là qui est 1 sur b quatrième, c'est 1 sur une longueur quatrième, ok, fois le x carré qui est une longueur au carré. Et donc, au total, j'obtiens une longueur 1 sur une longueur au carré. Ok, ça va? C'est pour ça que je mets b quatrième. Pourquoi je veux 1 sur une longueur au carré? Parce que, en fait, ce qu'il y a devant ici, c'est 1 sur une longueur. Attendez, non. J'ai oublié quelque chose. Oui, j'ai oublié quelque chose. Non. Ok, non. Avant de poser B, avant de définir B, on va d'abord simplifier. Ok, je reprends. En gros, ici, ça, c'est le changement de variable qu'on voudrait faire. La distance ici, divisée par une autre longueur, comme ça ne fait pas de longueur. Mais on va être malin, le B là, on va bien le définir on va le définir de telle manière à ce qu'on vire tous les constantes qui est là. Tu vois? On peut définir le B comme ça, mais ça peut changer la donne parce qu'on va se travailler avec les constantes. Autant bien définir le B pour que toutes les constantes disparaissent. Et voici comment on va faire. D'abord, ça là, je mets de côté. Comme ça ne gêne pas. Du coup, rappelez-vous juste que U, on voudra arriver à là. OK? Et du coup, le B, pour le définir, d'abord, on va diviser les deux membres de l'équation par le h carré sur 2m. C'est très important, comme ça, déjà, devant le dérivée seconde de la fonction d'onde, il n'y a rien. Il n'y a que le moins. Voilà. Du coup, j'obtiens quoi? Moins d carré sur dx carré. Quand je divise ça par ça, j'obtiens quoi au final? Du coup, phi de x. J'obtiens, du coup, le 1,5 avec le 2 là va partir. Il me restera m au carré, oméga carré sur h bar carré fois x carré, phi de x. Tout ça égale à quoi? À 2 fois la masse fois l'énergie sur h bar carré fois phi de x. Comme je l'ai dit, je divise, il y a un plus ici. Je divise les deux membres de l'équation par h bar carré sur 2m. En le divisant, ça revient à faire fois l'inverse. Et du coup, tu fais fois l'inverse ici, et ici, tu obtiens ce que j'ai ici. N'hésite pas à faire l'exercice pour t'en convaincre. Et du coup, voilà. Maintenant que j'ai une fonction, enfin là, c'est déjà bien parce que j'ai épuré un peu le premier terme. Maintenant, ça là, c'est là que va intervenir la définition de B. Comme je l'ai dit, il faut bien définir le B pour qu'on vire toutes les constantes. Et la seule manière de virer toutes les constantes, on va dire que ici et là, ils sont un peu trop nombreux comme constantes. On va les piocher et on va dire que ça, c'est un truc en fonction de B. Et ici, je vais faire quoi? On va dire que ça, c'est quoi? C'est 1 sur B exposant 4. Pourquoi? Pourquoi 1 sur B exposant 4 et pas B ou bien 1 sur B carré ou bien 1 sur B cube ou bien ce que je fais avec B? Ici, parce que regardez, de 1, je voudrais, regardez, ici c'est quoi? Comme dimension, déjà la fonction d'onde n'a pas de dimension, ok? Et ici, la seule dimension, c'est 1 sur une longueur au carré. Parce que dérivée carré par rapport à dérivée de la position au carré, c'est 1 sur une longueur au carré. Le d carré, là, c'est adimensionnel. C'est pour lui, mais lui, il est adimensionnel. Du coup, tout ça, là, au numérateur, c'est adimensionnel. Au dénominateur, il y a dx carré. Du coup, c'est une longueur au carré. Donc, on a 1 sur une longueur au carré. Du coup, vu qu'on est dans une équation, ce qui est à gauche doit avoir la même dimension que ce qui est à droite. Et vu que le premier terme est en dimension, c'est quoi? C'est 1 sur longueur au carré. Eh bien, on voudrait que chaque terme soit aussi, et aussi comme dimension 1 sur longueur au carré. Et du coup, voilà, ça aussi, on voudrait que ça ait la dimension, en gros, tout ce qui est devant le phi de x, qui est adimensionnel déjà, on voudrait que tout ce qu'il y a là, ait une longueur 1 sur longueur on voudrait qu'ils aient 1 sur une longueur au carré. OK? Dans ce cas, ce que je fais, là, j'ai un longueur au carré. Donc, il faut que tout ça soit égal à 1 sur une longueur quatrième. Comme ça, en simplifiant, ça fait 1 sur une longueur au carré. Si tu n'as pas suivi, regarde. Le x carré, c'est déjà une longueur au carré. OK? Il me reste quoi? Il me reste tout ce facteur-là. Il faudra que tout ce facteur-là soit quoi? Soit égal à 1 sur une longueur exposant 4. Comme ça, en simplifiant, j'aurai au final 1 sur une longueur au carré. Ce que je voulais. Ça va? Et du coup, c'est pour ça que j'ai posé que tout ça là soit égal à 1 sur b quatrième. Première raison, parce que je veux qu'on ait au total 1 sur longueur au carré. Et deuxième raison, parce que je veux me débarrasser des constantes. Et du coup, je change le b, une nouvelle unité de longueur, pour après
l'utiliser ici. Du coup, il y a 3 raisons en réalité. La première, c'est pour avoir un sur une longueur carrée. En réalité, je l'avais déjà, en réalité. Je ne mens pas. Enfin, je l'avais déjà. Tout ça là, si tu fais l'analyse dimensionnelle, tu as déjà 1 sur une longueur carrée. Du coup, ce n'était pas utile. C'était pas utile de faire ça, ce que je fais, pour juste ça, parce que j'avais déjà. Par contre, là où c'est utile, c'est pour 2 raisons, vraiment 2 raisons. Premièrement, c'est pour introduire une nouvelle unité de longueur. Car j'ai le x ici, mais j'aimerais maintenant travailler avec le b comme unité de longueur. Non, en tout cas, non, je ne veux pas travailler avec le b comme unité de longueur, je veux l'ajouter comme une nouvelle unité de longueur. Okay. Pourquoi? Parce que comme ça, je peux faire que x sur b fait une variable adimensionnelle. Mon but à moi, c'est d'avoir une variable adimensionnelle. Et donc, il me faut une longueur, okay, autre que x, telle que quand je prends x et je divise par lui, j'obtiens plus de dimensions. Et du coup, le b là, j'avais dit que c'est bien, on a ça. Mais il faudrait que, quand même profiter de ça et bien définir le b. Comme ça, on peut virer le plus de constantes possible. Et c'est pour ça que je mets le b ici. Je repasse tout ça par 1 sur b quatrième. Et croyez-moi, ça va virer déjà pas mal de choses. OK? Vu que tout ça, c'est 1 sur b quatrième, eh bien, 1 sur b quatrième égale à quoi? À m au carré, oméga carré sur h bar carré. Et donc, si je isole le b, j'obtiens quoi? Bah, j'obtiens b égale à racine de h bar sur oméga m. OK. Ça, je te laisse le faire. En gros, c'est tu inverses comme ça les deux membres d'équation. Ça fait b quatrième égale à l'inverse de ça, OK, qui est h bar carré sur tout ça au carré. Et puis après, tu mets la racine quatrième, ou bien d'abord la racine carrée, ça fait tout carré part. Et puis la racine carrée encore, tu obtiens ça. Et du coup, voilà. Ça, c'est ce que j'obtiens. Du coup, maintenant, mon b, je sais que mon b, maintenant, il vaut ça. Racine de h bar sur oméga m. Je vais écrire ici parce qu'à ce moment, je risque d'avoir besoin après. Okay. Du coup, maintenant, je peux effacer ça. Voilà, je vais vite parce que c'est des rappels. Hein. C'est pas. J'essaie à la fois que. Enfin, tu comprends, mais je ne vais pas m'attarder sur des détails de calcul. Du coup, voilà. À part si c'est vraiment utile. Du coup. Ok, du coup, maintenant, j'ai ça. Du coup, maintenant, je peux juste effacer ça et mettre ça à la place. Du coup, j'obtiens quoi? J'obtiens que, ici, j'ai 1 sur b quatrième. OK? Maintenant, je fais quoi? J'avais dit que maintenant, le u égale à ça. OK? Eh bien, dans ce cas, équivaut à dire que bah, le x est égal à u fois b. Donc là où j'aurais du x, je le remplace par u fois b. Je récapitule. À la base, on avait ça comme équation de Schrödinger et qu'il faut résoudre pour trouver la fonction d'onde qui va nous aider à avoir des informations utiles pour la particule qu'on voudrait étudier. Okay? Et du coup, pour cela, pour le résoudre, j'ai dit que c'est compliqué à résoudre comme ça. Enfin, elle est compliquée à résoudre l'équation. Et déjà, pour simplifier la tâche, on va déjà virer toutes les constantes possibles. Comme ça, on va résoudre plus facilement. En gros, pour résoudre ça, il faut d'abord le rendre propre. Comme ça, on va le résoudre plus facilement que prévu. Parce que travailler avec toutes ces constantes-là, c'est vraiment pas facile à faire. Et du coup, voilà, le mieux c'est vraiment de les virer d'une manière ou d'une autre. Et la manière dont on a des idées de faire ça, de rendre l'équation le plus facile possible, parce qu'en fait, résoudre ça revient à résoudre l'équation facile revient à résoudre ça, en réalité. Du coup, autant mieux choisir la version facile. Et pour l'obtenir, ce qu'on fait, c'est qu'on va travailler non pas avec x, mais avec u, qui est une variable adimensionnelle, comme l'angle ou bien autre chose. Et du coup, on pose que u est égal à x sur une longueur. Parce que longueur sur longueur, ça fait un truc adimensionnel. Et donc, le b, là, j'ai dit qu'on va bien le choisir pour virer, du coup, toutes les constantes. Non seulement on aura une variable adimensionnelle, ce qui est facile à travailler. Non seulement on aura une variable adimensionnelle, mais aussi, en choisissant bien le b, on va virer toutes les constantes qu'il y a ici. Et du coup, voilà, c'est ce qu'on a déjà ici. Là, tu peux voir que c'est déjà plus facile. Il y a moins de constantes qu'avant. Au lieu d'avoir ça, j'ai que ça et ça. Et encore, le x, maintenant, comme je l'ai dit, hein, à cause de ça, maintenant, là où il y a du x, je le remplace par ub. Okay? Donc, ça veut dire que x ici, c'est ub carré. X carré, x c'est quoi? C'est ub. X carré, c'est ub carré. Okay? Je mets ça ici, du coup. J'obtiens, attendez que ça sèche, ub carré. Et comme il y a du b quatrième ici et du b carré, je simplifie. Et au final, j'obtiens, attendez, u carré, pardon.
parce que c'est x carré, vu que x c'est ub, dans ce cas, x carré c'est ub le tout carré. Du coup, c'est u carré fois b carré. U carré fois b carré. Et ça fait quoi en simplifiant? Ça me fait u sur b carré. Non, non, u carré sur b carré. Ouais, voilà, j'y arriverai. U carré sur b carré. Et voilà. Voilà. Là, c'est déjà bien. Il me reste encore ça à travailler, mais on verra ça plus tard. Qu'est-ce qu'il me reste encore à faire? Attendez. 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 Qu'est-ce que j'ai? J'ai fait une boulette. Non. Non, non. Non. OK. E sur H bar carré. Il y a un truc qui est bizarre parce que. Bon. On s'occupera de ça après. C'est pas grave. Oméga H. Ah, ok, non, j'ai compris. Ok. Ça va. Ok, du coup, ça j'enlève. Pour ça que ça fait pas. Je suis en train de pré-shot un peu la suite pour voir si je peux faire d'erreur. Et là, ça m'a pas l'air. Je n'ai pas fait d'erreur pour l'instant. Ça ressemble un peu à ce que on a. Ce que j'ai pas préparé, on va dire. Bon, je n'ai pas vraiment préparé ça, mais en mode, en comprenant ce qu'on a fait, bah, ça a l'air logique ce que j'ai ici. Quoi. Bref, ce n'est pas important. Comme je l'ai dit, là où j'ai dit x, j'aurai du UB. Ok, c'est bon, je fais ça ici. Ici, bah, du coup, le x là, ce sera UB. Ce sera UB. Pareil ici, j'aurai un UB. Et il ne me reste plus que ça. Mais attention, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? C'est juste la même chose que si je te disais qu'on va. Je peux écrire autrement. C'est la dérivée au carré par rapport à la position au carré de phi de x. Ok? Quand je dérive ça, j'obtiens juste la dérivée. Ok? Par contre, maintenant, comme je vais le remplacer par, je vais remplacer ça par phi de ub, là, il n'y avait rien. Juste, je remplaçais. En gros, ici, phi de x sera égal à phi de u fois b, parce qu'on a posé que u égale à x sur b, donc phi de x sera égal à ça. Mais regardez, ici j'ai phi de x, mais il faut remplacer, en gros, il faut mettre ça là-dedans, ok? Je dois mettre ça là-dedans. Et donc, je vais faire ça ici. Donc, en remplaçant le phi de ub à la place de phi de x, j'obtiens la dérivée au carré de phi de UB sur dx carré. Ok? Sauf que, c'est quoi la dérivée de ça? C'est une fonction composée. Ok? La dérivée de ça, c'est quoi? D'abord, dérivons ça une fois. Et puis, dérivons ça une deuxième fois. Une fois, j'aurai quoi? J'aurai dérivée de phi de UB sur dx fois UB'. Je rappelle, la dérivée d'une fonction composée, par exemple, si je fais f rond g, ok, dérivée de x, j'obtiens f' rond g, ok, de x fois g'. Ok. Bon, je ne suis pas rigoureux, je vais plutôt écrire ça avec des f de x et g de x. Ça je suis sûr de voilà. En gros, ce que je vais l'écrire, quand tu dérives f de g de x, ça revient à faire quoi? Tu dérives la fonction et tu gardes le g de x dans la parenthèse, et puis tu fais fois la dérivée de g de x. Et c'est tout. Ça formule la dérivée d'une fonction composée. Et du coup, c'est ce qu'on fait ici. Hein. Là, il y a d sur dx, mais c'est la même chose que dériver en réalité. Du coup, on dérive par rapport à. Du coup, au lieu de. Attendez. Du coup, ici, non. Du coup, au lieu de dériver par rapport à x, on va dériver par rapport à. Attends, comment on fait ça encore? Attendez. Du coup, dx, c'est quoi? Du coup, dx sera quoi? Ce sera b fois du. Ok? Si tu n'as pas compris pourquoi, je t'explique après. Mais du coup, ça veut dire que là où il y a dx, j'aurai b fois du. Du coup, j'aurai ici b fois du. Ok? Et attendez.
Mhm. Mhm. Ok, attendez, hein. Là, je suis un peu perdu. Je sais plus pourquoi on fait ça ou quoi. On m'avait dit de faire la dérivée de ça deux fois, mais pourquoi par rapport à l'autre variable? Ok, vous savez quoi? On va faire, voilà, je vais vous montrer ma manière de faire ça. En gros, regardez. Comme j'ai dit, là où il y a du x, tu le remplaces par u fois b, ok? Donc ici, il y avait du x ici. Je remplace par u fois b. Enfin, je remplace dx carré par un truc avec du u fois b. Comme je l'ai dit, hein, dx, ça fait quoi? Ça fait b fois du. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu différencies une fonction, la différentielle d'une fonction quelconque, c'est quoi? C'est la dérivée de la fonction par rapport à une variable au hasard que tu veux. Ici, si je dérive par rapport à x, eh bien je mets dx. Si je dérive par rapport à y ou bien z, je mets z ici. Bref, tu as compris. Tu mets la variable à laquelle tu dérives. Ok. Donc, si je différencie à gauche et à droite, en gros, le df, bah, ça tu choisis, en fait. Et une fois que tu as choisi, eh bien, le f' correspond à la variable. Enfin, en gros, si j'avais f de x, eh bien, automate dérivé par rapport à x, comme ça, bah, j'aurais une valeur, dx. Mais si je dérive par rapport à y, dans ce cas, j'aurais un 0, tu vois, c'est pas intéressant. Bref, en gros, la formule, c'est, on va le faire et tu vas comprendre. Donc, ici, j'avais x égale à ub, ub, et, du coup, je différencie des deux côtés. Okay. Ici, je vais dériver le x par rapport à x, donc j'obtiens 1 fois dx. Ici, je dérive le ub par rapport à u. Je vais dériver par rapport à u. Donc j'aurai quoi? ub' par rapport à u, du. Et ub' c'est quoi? C'est si je dérive par rapport à u, j'obtiens b tout seul. Du coup, j'obtiens ici à la place de ub', j'obtiens un b. Ça revient à dériver par rapport à u. Est-ce que quand tu avais bx, la dérivée c'est b, tu vois. Là c'est ux. Enfin non, là c'est bu. Dans ce cas, la dérivée c'est b. Et donc tu obtiens ça. Attendez. Tu obtiens ça du coup. En gros, dx égale à b fois du. Du coup, vu que là où tu auras du x, tu le remplaces par ub, c'est ce qu'on a fait. Maintenant, là où tu auras du dx, tu le remplaces par b fois du. OK. Sauf que ici, on n'a pas dx ici une fois, on a deux fois. OK, dans ce cas, j'aurais quoi du coup à la place? Attendez. Excusez-moi. Ça, j'enlève. Donc ici, là, moi j'ai quoi? J'ai b carré de phi de. À la place de x, je mets quoi? Je mets b fois u. OK, au lieu de dx, j'aurais quoi? J'aurais b fois du au carré. Là, j'ai dx au carré, du coup, j'aurais b fois du au carré. Donc, j'aurais b carré fois du carré. Voilà. OK, je répète. Hein. Ici, j'ai fait. Ça, j'enlève. Je répète. En gros, au début, j'ai voulu poser que le u égale à x sur b pour avoir une variable adimensionnelle. Pour cela, j'ai fait x divisé par une longueur que j'ai choisie comme ça. B qui est une variable qui a une longueur. Et du coup, là maintenant, tout l'enjeu était de choisir le b de manière correcte pour tout enlever, pour enlever toutes les constantes. Et donc, j'ai posé que tout ce qui est devant le i carré était égal à 1 sur b quatrième. Et en isolant le b, j'obtiens ça. Du coup, c'est bon. Là où maintenant j'aurais du x, je le remplace par u fois b. Okay, et là où j'aurais du. Ouais, c'est tout. Et j'ai fait ça ici. Et ici, pas encore. Mais en gros, là où il y a du x partout, à chaque fois, je l'ai remplacé par u fois b. Et voilà. Et là où j'ai du. En gros, bref. Et je suis arrivé au moment où il y avait ce terme-là à travailler. Donc le x, je le remplace par b fois u. Et le dx carré, je le remplace par la valeur de dx, qui est b fois du, je mets au carré. B carré fois du carré. Et c'est bon. Ça. Tout ça, là, je mets ici à la place de ça.
j'obtiens quoi? J'obtiens, ça j'enlève, c'est pas utile. J'obtiens, à la place de ça, j'obtiens, attendez, j'obtiens d carré de phi de b fois u sur b carré du carré. Et c'est bon. Ça va? Voici ma nouvelle équation de Schrödinger, mais ce n'est pas encore fini. Parce que là encore, même s'il n'y a plus de constante physique, il n'y en a plus, enfin, à part le b, sinon il n'y a plus rien d'autre, bah, on peut encore simplifier. Donc là, si tu as bien suivi, bah, voici un peu ce que j'obtiens. C'est quand même bien parce que là, en réalité, à part le terme de droite qui est comme ça, sinon le terme de gauche, il n'y a plus de constante physique. Là, pour le travail, en fait, pour enlever ces termes physiques, pour enlever ces constantes-là, voici ce que je vais faire. Ici, ici, je vois que j'ai m sur h carré, ok? Ok, non, laissez tomber. J'ai une meilleure idée. Ok. Non, c'est bon, c'est bon. Ça, vous allez voir comment je vais l'éjecter d'ici. Vous allez voir comment je vais le sortir. Ok, là, on a ça. Sauf que, regardez, il y a du... Enfin, c'est quand même pas trop propre. On voudrait quand même... Ouais, non. Ici, on voit que le b carré et le b carré se répètent à gauche. Donc, réflexe, en ingénieur civil, on met tout on met en évidence. Donc, j'obtiens quoi? J'obtiens 1 sur b carré fois... Il y a un moins ici, j'ai oublié. Il y a un moins que je n'ai pas enlevé. b carré sur du carré, du coup. OK? De phi de x, non, du coup, phi de bu, OK? Plus u carré phi de bu aussi. OK? Égale toujours à 2 fois la masse fois l'énergie sur h bar carré phi de bu. OK. Là, j'ai ça maintenant. OK? Bah, maintenant, vu que c'est une équation, je peux me débarrasser de ça en faisant fois b carré ici et fois b carré là-bas. J'obtiens quoi du coup? Ça part parce que ça fait 1 et le 1 on peut l'enlever. Et du coup, il me reste quoi à droite? J'obtiens quoi à droite? J'aurai b carré ici. OK. Et là, grâce à mon b carré, je vais enlever tout ce qu'il y a là et j'aurai un truc adimensionnel. OK. Du coup, regardez, là, j'ai bientôt fini. Hein. Là, c'est déjà propre, on est d'accord? U, c'est adimensionnel. Phi de BU, c'est adimensionnel. Phi de BU, c'est adimensionnel. En gros, à gauche, tout est adimensionnel. À droite aussi, en fait. À droite aussi, c'est adimensionnel. Si tu fais l'analyse dimensionnelle de tout ce qu'il y a à gauche, tu vas voir qu'il n'y a pas de dimension. Il n'y a pas d'unité qui traîne, tu vois. Sauf qu'on ne voit pas ici. Et justement, vu que mon but, c'est de me débarrasser des constantes, je vais définir... Non, d'abord, on va travailler ça. D'abord, on va travailler ça. B, c'est quoi? B, c'est racine de h bar sur oméga m. Et là, il est le carré. Donc, j'aurai quoi? B carré égale à h bar sur oméga m. Okay? Si je remplace le b carré là-bas, donc j'aurai quoi du coup à la place de ça? J'aurai 2m fois E sur h bar carré fois b carré qui est h bar sur oméga m. Et là, bonheur, je simplifie tout. Le m, il part, le m, il part, le carré, il part, le h, il part, et voilà. Il me reste quoi? Il me reste 2 fois l'énergie sur h bar oméga. OK. Et ça, là, c'est quoi? C'est... Ouais, regardez. Là, h bar oméga, c'est une énergie, et le E, c'est une énergie. OK? Donc, énergie sur énergie, ça fait un truc adimensionnel. On est d'accord? Pourquoi h bar oméga, c'est une énergie? C'est simple. Parce que déjà, h bar pour unité joule par fois seconde. Et oméga, c'est quoi? C'est 1 sur seconde. Et quand tu multiplies les deux, il reste du joule, qui est de l'énergie. Autre justification, en physique quantique, les particules les particules quantiques qui se comportent comme une onde, en fait, leur énergie, c'est quoi? C'est E égale à h nu. Okay? Or, nu, c'est quoi? C'est C sur... Nu, c'est quoi? Si tu reprends la formule de C égale à lambda sur T, parce que la vitesse de la lumière est constante, hein, longueur fois période, non, sur période,
comme la vitesse en physique classique, hein, distance sur temps, c'est la même chose ici, sauf que maintenant, on a une distance pour les ondes et le temps pour les ondes, qui est la période. Et donc, 1 sur t, c'est quoi? 1 sur t, c'est nu. Du coup, 1 sur t, c'est quoi? C'est nu. Et du coup, si j'isole le nu, j'obtiens quoi? J'obtiens c sur lambda égale à nu. Et là, je le mets ici, du coup. Bon, là, tu ne vois rien, mais en gros, utilisez la formule. Ok, je recommence. En gros, c, c'est quoi? C'est lambda sur la période. Ok. Or, 1 sur t, c'est quoi? C'est nu. Du coup, lambda fois nu. Ok. Car 1 sur la période, c'est nu. Et donc, bah voilà. Et moi, je veux lambda. Non, je veux nu. Nu, c'est quoi? C'est c sur lambda, si j'isole. Ok. Or, moi, j'ai du nu ici dans l'énergie pour une particule quantique. Du coup, j'obtiens h fois c sur lambda. Ok. Et ok, c'est bien, sauf que je n'ai pas fini, moi. Ah non, 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 excusez-moi. Non, non, je suis parti dans la mauvaise direction. On ne va pas utiliser ça, mais on va utiliser non, non, regarde. Ok. L'énergie d'une particule quantique, comme les photons qui composent la lumière, et les particules comme l'électron et le proton, c'est ça. Ok. Moi, j'aimerais l'exprimer en fonction de oméga et h. Le h est déjà là, enfin, h bar, c'est h bar, mais là, c'est h. En fait, je voudrais faire apparaître du oméga avec le nu. Dans quelle formule j'ai du oméga avec du nu? Bah, rappelez-vous, hein, en MCU, le oméga, ou en tout cas dans les ondes et oscillations, le oméga c'est quoi? C'est 2pi sur la période. Okay, et du coup, c'est égal à quoi? 2pi fois nu. Et justement, le nu, c'est ce que j'ai ici. Et j'isole. Nu, c'est quoi? C'est bah, oméga sur 2pi. Du coup, je remplace le oméga sur 2pi à la place de nu. J'ai quoi? J'ai h fois oméga sur 2pi. Or, on sait que h bar, c'est h sur 2pi. H sur 2pi. Donc, j'obtiens h bar oméga. Et c'est bon. Voilà. Voici pourquoi le h bar oméga, c'est l'énergie. En fait, c'est le même que l'énergie ici, en fait. Du coup, bah, non, pas forcément, mais en gros, ces deux-là ont la même dimension. Du coup, ça fait un truc adimensionnel. Et plutôt que de se trimballer le E sur H oméga, même s'il est adimensionnel, plutôt que de se trimballer avec ça, on va poser que le 2 le 2E sur H oméga égale à... Attendez, non. On va pas faire ça. D'abord, j'enlève ça. OK. On va poser que epsilon, une lettre de l'alphabet, mais ouais, égale à quoi? À E sur H bar oméga. OK? Ça va? Et du coup, bah voilà. Et ce epsilon, comme tu peux le voir, elle n'a pas de dimension. Énergie sur énergie, ça fait rien. Du coup, ça veut dire que l'epsilon, il est adimensionnel, tout comme le U ici qui est dans la parenthèse. Et donc, bah, à la place de 2 énergies sur oméga, sur H bar oméga, eh bien, j'aurai quoi? Bah, déjà, ça, en fait, ça là, c'est ça. Du coup, j'enlève ça et je mets ça à la place. 2E sur H bar oméga. C'est ce que j'ai eu en mettant la valeur de B carré et en simplifiant. Et du coup, plutôt que d'avoir du E sur H bar oméga, bah, vu que c'est égal à epsilon, vu que j'ai posé que c'est égal à epsilon, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever tout ça et mettre à la place epsilon. Et j'obtiens 2 epsilon fois la fonction d'onde. Et voilà. Ça, là, franchement, c'est pas mal. C'est déjà, elle est propre, l'équation. Elle est très propre. Regardez, j'ai tout qui est adimensionnel et j'ai plus de constantes physiques. Je n'ai plus que des trucs, je plus comme paramètre, je n'ai que B et epsilon. Le reste est parti, genre, tu vois. Et tout est adimensionnel. Pourquoi? Parce que le U, c'est adimensionnel. La fonction d'onde, la fonction d'onde, elle est adimensionnelle. Le U encore, le epsilon, c'est adimensionnel. Tout est adimensionnel. Voilà. Et la variable que j'ai, c'est une variable adimensionnelle. OK. Mais on peut encore simplifier ça. Et c'est là que je me suis arrêté, je pense, la dernière fois ou pas, je ne sais pas. Là, bah, du coup, là je vais faire tout ça et je vais juste mettre ce qui est important. OK, je vais voir si l'eau marche. Bah, l'eau, là, il fait ses siennes. Hein. Waouh, j'ai jamais vu un écoulement
aussi lent. Bon, je prends le seau, même si c'est sale, c'est pas grave. Au moins, il me donne de l'eau. Okay. Je vais effacer tout ça. Ok. Et je vais mettre seulement ce qui est important pour la suite. Donc, ça, j'enlève. En vrai, j'aurais pu écrire en bas, en fait. Pourquoi je me casse la tête? C'est pas grave. En bas, on va garder pour plus important. Là, on mettra tout ce qui est important. Enfin, bref, en gros. En fait, ça aussi, j'enlève. Et je vais garder que là où on est arrivé. Ok. Du coup, on reprend. Ok, du coup, à gauche, je vais mettre pour l'instant les changements de variables qu'on a fait. On a fait quoi? On a posé U égale à X sur B, epsilon égale à E sur H bar oméga. Et pour finir, on a posé que. Attendez que ça sèche. Bon, j'attends pas du coup. Voilà, j'attends. Mais sinon, actuellement, on a blocus et tout. Et voilà. Bon, pas blocus. On a repris les cours et il nous reste encore 2 semaines avant les examens, dont 1 semaine de blocus et une semaine de cours encore. Et on va dire que je ne suis pas trop prêt. Genre là je suis encore au chapitre 5. C'est pas ouf, quoi. Je skip la résolution de l'équation de Schrödinger à une dimension, mais pour une particule qui a un potentiel constant. Et je vais peut-être avancer et je reprendrai les vidéos au moment où on va parler de la résolution de l'équation de Schrödinger, non plus à une dimension, mais à 3 dimensions, pour aller plus vite, parce que en fait, maintenant, je dois tracer et avancer. J'espère que moi, enfin j'espère, c'est rêvé, hein, mais j'espère qu'en fin de semaine, si possible, on est au moins arrivé avant Atome, quoi. On a au moins fait spin et on est au moins fini le chapitre 6. C'est rêvé, mais voilà, système de particules. En gros, 3 chapitres en 4 jours, 5 jours, je sais pas. Comme ça, il ne me restera plus que atomes, molécules et noyaux. Et je pourrais enfin aborder physique statistique. C'est pas ce chapitre où il y a le plus de démonstrations, mais pas plus dur que celui-là. Okay, du coup, voilà, j'ai quoi? Est-ce que j'efface? Waouh, bon, c'est pas très propre. Bon, je vais quand même effacer. Bon, je suis quand même attendu pour rien. Bon, du coup, le B là, égale à quoi? Racine de H bar sur oméga M. Et le epsilon, bon, le tableau fait ses siennes. Je le mettrai après. Au pire, je le mets là. Epsilon est égal à quoi? À E sur H bar oméga. OK. Là, j'ai ça comme équation, mais je peux encore aller plus loin. En gros, le phi de U, au lieu de travailler avec le phi de U, je travaillais avec. Je posais que phi de U égale à psi de BU. OK? Ainsi, qu'est-ce que j'aurais du coup? Qu'est-ce que j'aurais? J'ai un peu oublié. Attendez. J'ai un peu oublié. Bah, ok, c'est bon, on fait ça et puis il y a quoi? Bah, c'est bon, du coup, on remplace. Du coup, j'aurais quoi? J'aurais moins psi prime de U plus U carré, du coup, pas psi, mais phi de U, ok, égale à quoi? 2 epsilon phi de U, et c'est bon. Je sais pas pourquoi ça a pris une page de calcul à faire ça, alors que c'était juste en une ligne. En vrai, ça c'est ce qu'on a obtenu, dans le cours après. Peut-être que j'ai pris un autre chemin quand j'ai fait ça sur feuille. Ouais, peut-être que j'ai dû. Je sais plus ce que j'ai fait. Ah, ok, non, j'ai compris. Non, j'ai compris, ok. Je vois où le long calcul va arriver. Ok, voilà. Ça c'est ce que j'ai. Ok. Jusqu'à là, tu me suis. Ok. Maintenant, là, j'ai mon équation de Schrödinger que je peux enfin résoudre. Mais encore une fois, ça, là, c'est compliqué à résoudre. Même si elle est épurée, même si elle est plus propre qu'avant, elle reste quand même compliquée à résoudre. Et ben voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser deux théories que. Je vais quand même faire deux rappels théoriques. Première chose, ici, on étudie une particule qui est soumise à un potentiel qui diverge. Ça veut dire que le potentiel
Rappelez-vous, hein, le potentiel, c'est quoi? C'est 1 demi m oméga carré x carré. OK? Quand x tend vers l'infini, eh bien, on voit que le potentiel tend vers l'infini. OK? Et on appelle ces potentiels-là des potentiels divergentes, des potentiels confinants. Mais voilà. Et du coup, bah, le potentiel aura la forme suivante. Elle va aller vers l'infini quand on va vers l'infini pour le x. OK? Et quand on a ça, quand on a ce genre de potentiel, on peut faire une approximation sur la fonction d'onde. En gros, la fonction d'onde qui décrirait une particule dans ce potentiel-là, eh bien, on peut lui donner une forme analytique sans résoudre l'équation de Schrödinger. Et donc, on dira que la fonction d'onde qui a cette forme-là, on pourra l'approximer, donc qui a comme potentiel un potentiel confinant, un potentiel qui diverge quand on va vers l'infini, que ce soit à gauche ou à droite. Eh bien, on peut dire que la fonction d'onde était environ égale à quoi? À exponentielle, ok, à exponentielle moins, attendez, exponentielle, bon, j'attends encore, exponentielle, bon, écoutez, bref, on va faire cette théorie-là, on va lui donner une forme, et puis, c'est tout. Et deuxième chose, c'est que, non, d'abord, donnons-lui une forme à cette solution. Du coup, ça veut dire qu'on aura la valeur de phi. En gros, au lieu de résoudre ça, on aura en réalité, on sait que la solution, ce sera quoi? Ce sera phi de u égale à quoi? Elle sera environ égale à quelque chose. Okay, mais pour l'instant, j'attends que le tableau s'efface. On va dire que c'est quoi. Mais sinon, voilà. Et j'ai toujours pas commencé les autres cours. Il me reste 2 semaines quand même pour faire tout ça. Non, 3 semaines pour faire tout ça. Non, du coup 2 semaines. Plus celle-ci, ça fait 3 semaines. Mais bon, on va dire qu'il reste 2 semaines vides comme ça où je dois vraiment gérer tous les cours. Le plus difficile, ce n'est pas les cours théoriques. Parce que ça, je peux le faire en 2 semaines. C'est possible. Le plus dur, c'est les exercices. Parce qu'il faut du temps pour les refaire, les tryharder, les driller. Histoire qu'à l'examen, je les fasse. Parce qu'en fait, à l'examen, c'est impardonnable. Si tu ne sais pas faire un exercice en moins de temps possible, c'est impardonnable. Encore en gros, si l'exercice, tu sais le faire, comme physique quantique, ça peut aller. Mais pour construction, où il faut calculer des poutres, la géométrie, calculer des trucs chiants, mais vite, croyez-moi, ça va être chiant. Mais pour ça, il faut que je puisse parcourir tout. Enfin, bref. J'ai fait une vidéo où j'explique un peu ma stratégie pour m'en sortir dans cette situation un peu délicate. Parce qu'à 2 doigts, je rate pratiquement tous mes examens. Parce que j'ai fait le TB durant le quadrimestre 2. Je n'ai pas été discipliné. Enfin, j'ai plus priorisé le projet que j'avais cette année avec ma sœur que plutôt les cours, quoi. Genre, j'ai voulu laisser ça en blocus, mais en blocus encore, je me suis retrouvé encore travailler pour le projet qui était, voilà, qui valait le coup parce que le projet consiste à aider des rétos à préparer leur examen d'entrée. C'est enfin un stage dans lequel on leur fait faire des exercices d'anciens examens et on les corrige et on les aide et tout. Bref, c'est une progression et c'est un suivi. Et du coup, c'est la première fois qu'on fait ça. Du coup, j'ai quand même tout donné. Mais malheureusement, je suis dans une situation où rien n'a été fait, malheureusement. Dites-vous que là, j'ai juste des notions de base dans tout le cours, mais j'ai encore travaillé aucun cours, à part physique quantique et analyse 2. Du coup, il me reste 3 cours à travailler encore, parce qu'on a 5 examens, voire 6. Non, on a 6 examens. On a 6 examens et... Non, on a 5 examens. On a PQS, analyse 2, analyse numérique, CNST et technologie. Donc, 5 examens. Il me reste 3 encore à travailler. Comme je l'ai dit, le plus difficile, ce n'est pas les exercices. Du coup, technologique, ça peut aller. Physique, analyse numérique, ça peut aller. C'est juste, c'est CNST qui est le plus problème parce que c'est là où il faut faire travailler. Enfin, il y a trop d'exercices à faire que je n'ai pas fait. Ok, c'est bon, ça s'est effacé. Du coup, le E exposant moins 1 sur H bar, ok, fois l'intégrale de 2 fois la masse fois le potentiel racine carrée de x. En gros, quand le potentiel que subit la particule est divergente, on va dire est confinant, elle va vers l'infini
quand on s'éloigne de l'origine, qui est 0, ici. Quand tu t'éloignes gauche ou droite de l'origine, eh bien, quand le potentiel tend vers l'infini, eh bien, on peut donner une forme à la fonction d'onde, qui est la solution de l'équation de Schrödinger. Et du coup, voilà. Du coup, on dirait que c'est à peu près égal à ça. En tout cas, elle se comportera comme ça, quand on tend vers l'infini. Elle va se comporter comme ça. Et du coup, voilà, on va faire la même chose pour le phi de u, parce que ça reste quand même une équation de Schrödinger. Ça, là, ça reste quand même une équation de Schrödinger, sauf que maintenant, c'est une équation plus propre à manipuler ou à résoudre. Du coup, on dirait que la solution aura la forme de exponentielle de du coup, moins 1 sur h bar fois tout ça. Quoi. Mais ici, soyons malins. D'abord, calculons tout ça et puis injectons-le là-dedans, quoi, après. Calculons tout ça et puis mettons-le là. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer le potentiel par sa valeur, celle-là. Et c'est parti, du coup. La racine carrée de 2 fois la masse fois du coup le potentiel qui est 1 demi m oméga carré fois x carré, 1 demi de m oméga carré x carré. Ok, ça fait quoi ça? Le 2 il part. Et il me reste quoi? Racine de la masse fois, non, la masse au carré, parce que m fois m, fois oméga carré fois x carré. Okay. Et n'oublions pas qu'il y a une intégrale ici qui se cache. Qui est là, mais juste que j'ai voulu le faire sans. Et donc ça fait quoi? Vu que mince, oméga et x sont des choses positives, dans ce cas, on va juste mettre la racine et on aura quoi à la fin? On aura m oméga x dx. La position. Attends, est-ce que la position est positive? En quoi le positif la position? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Ah non, c'est une longueur en fait. Ah oui, j'ai oublié. Bon, en maths, on aurait mis des valeurs absolues. Parce qu'on aurait mis valeur absolue de x parce que ça peut être positif ou négatif. Mais là, on est en physique, ce qui est bien. Donc, une longueur est toujours positive. Donc, pas peine de mettre valeur absolue. On peut juste mettre le x normal. C'est vrai qu'à Polytech, on est même mélangé avec les maths et la physique. Du coup, je ne sais plus trop quand, enfin, tu vois. C'est un peu bizarre, mais bon, là, c'est rassurant. Le x, vu qu'il est positif, du coup, c'est m oméga x. Et c'est quoi la primitive de ça? C'est quoi? C'est 1 demi. En tout cas, l'intégrale, c'est quoi? C'est 1 demi m oméga m x carré. Okay. Voilà. Et donc ça, là, c'est quoi? Okay. Regardez bien. Le x, je sais que c'est quoi? Le x, on a dit que du coup, x est égal à b fois u. Et donc, je remplace le x par b fois u parce que, regardez, j'ai décidé de travailler comme ça. Autant mieux aller jusqu'au bout. Remplaçons tout ce que j'obtiens maintenant, dorénavant, par tout ce que j'ai posé, quoi, tu vois. Et du coup, le x, c'est quoi? C'est b fois u. Et donc ici, j'obtiens quoi? B carré fois u carré. Or, b, c'est quoi? Comme j'ai dit, c'est ici b. B, c'est ça. Donc, b carré, c'est quoi? La racine, elle saute. Et il reste quoi? H bar, oméga et m. Donc, j'aurais quoi, du coup, en réalité? J'aurais 1 demi de oméga m fois la valeur de b carré, qui est h bar sur oméga m, et je mets u carré ici. Or, ici, j'ai quoi? J'ai m ici, oméga ici, oméga ici. Il me reste quoi au final? U carré fois h bar sur 2. Or, ici, devant l'intégrale, il y avait fois moins 1 sur h bar. Du coup, la réponse de l'intégrale, qui est ça, on le multiplie par moins 1 sur h bar. OK? Et ça fait quoi? Ça fait moins u carré sur 2. Et du coup, la fonction d'onde aura la forme de moins u carré sur 2. OK? Et je peux effacer tout le reste maintenant, parce que comme ça, c'est épuré, il y a de la place. Ok. Waouh, je pense que je vais hiberner ici aujourd'hui, je le sens. Ok. Ok. Du coup,
voici ce qu'elle a comme forme. On est d'accord que c'est une approximation. Genre, c'est environ égal, mais ce n'est pas égal. Si on veut avoir l'égalité, parce que nous, on veut quand même une fonction d'onde qui est exacte, quoi. Déjà que c'est probabilité, il y a de la probabilité, il faudrait encore avoir au moins la solution exacte de la fonction d'onde qui nous donne cette probabilité-là. Du coup, ben, on ne veut pas le un peu égal ou bien approximativement égal, on voudrait un égal. Et pour avoir un égal, ben, je écris f de u est égal. Okay, sauf que pour que ça là soit égal à ça, on le multiplie par quelque chose qui va faire qu'il soit égal à ça. Ça va? On pose que ça fois quelque chose égale à ça. Okay, parce qu'en fait, il n'y a que cette manière-là où ça là peut être égal à ça. En le multipliant par quelque chose. On ne sait pas quoi, mais on le fait. Et ce quelque chose, c'est quoi? C'est f de u. Bah, du coup, on dit que c'est une fonction qui dépend de u, okay, parce que ça dépend de u. Et du coup, j'obtiens quoi? J'obtiens, non, du coup, fois moins u carré sur 2. OK? Et voilà, ça, c'est la forme de ma solution. Ça, c'est la solution que j'aurai à la fin, c'est ça. Là, je peux arrêter. Là, j'ai fini. J'ai résolu l'équation de Schrödinger à une dimension pour une particule qui oscille. Mais sauf que le f de u, je ne connais pas. Et c'est là la partie la plus dure du cours. C'est comment trouver f de u. Ça va? Comment je trouve f de u? Comment je trouve? Eh bien, bah voilà. Alors, du coup, maintenant, on a trouvé notre solution, qui est f de u égale à ça. On l'a trouvé. Maintenant, plus qu'à trouver f de u. Et comment on va le trouver? C'est simple. Tu vois la valeur de ça, là, qui est ça, on va l'injecter ici, ici et ici. OK? Et on aura une équation avec du f de u qui apparaît. OK? Pour l'instant, tu ne sais pas à quoi ça sert, mais on va voir déjà ce qu'on obtient. Du coup, la solution que je propose, c'est pour avoir le f de u que je cherche, pour avoir l'expression complète de phi de u, eh bien, je vais injecter tout ça là à la place de f de u ici, f de u ici, parce que ça vaut f de u. C'est parti. Comme ici, on voit qu'il y a un dérivé second qui apparaît, on va dériver ça 2 fois du coup. Okay, d'abord, c'est quoi la dérivée première de f de u, qui est ça? C'est, vu que j'ai une fonction composée, ce sera f' de u, okay, fois... Non, excusez-moi. Ce n'est pas une fonction composée, mais c'est un produit de fonction, mais bon, fonction normale et fonction composée. En gros, vu que j'ai un produit de fonction, c'est quoi? Rappel, hein, f fois g dérivé, c'est quoi? C'est f'g plus fg'. OK? Et du coup, c'est ce que je vais faire, quoi. F', c'est quoi? C'est f, c'est quoi? C'est f de u. Donc, f' de u fois ce qui est à côté. Plus, maintenant, je laisse tranquille le f de u et je fais fois la dérivée de ça. C'est quoi la dérivée d'une exponentielle exposant une fonction? Eh bien, c'est quoi? C'est l'exponentielle, tel qu'il est, fois la dérivée de ce qu'il y a dans la parenthèse. Et c'est quoi la dérivée de ça? C'est moins 2u sur 2, moins u. Donc, j'obtiens, du coup, ici, c'est moins u. Et voilà. J'ai ici moins u. Est-ce que j'ai bien fait? OK, moins u. Ouais, c'est bon, j'ai moins u. Et voilà. Maintenant, ce que je fais, c'est que maintenant, je vais dériver une deuxième fois. Parce que ça, c'est une première fois. Nous, il nous faut une dérivée seconde. Donc, je vais dériver une deuxième fois. C'est parti. Donc, quand je dérive, d'abord, j'attends que ça s'efface. J'aime bien aligner comme ça. Okay. Sinon, ce soir, qu'est-ce que je pense faire, maintenant que j'ai vu que ma situation est critique? Eh bien, je me dis que, en fait, je ne sais même pas ce que je vais faire. En fait, quand je passe trop sûr de... En fait, je ne sais pas parce qu'en fait, il y a trop de choses à faire. Et du coup, je ne sais pas par lequel commencer. Je pense que je vais peut-être, parce qu'après manger, sûrement je serai fatigué, mais il faut vraiment que je prenne le 1 heure qui me reste pour faire une des tâches que j'ai à faire en trop, on va dire. Soit je prépare le cours de probabilité statistique pour l'expliquer à mon frère qui est en kiné et qui a ce cours-là et qui a besoin d'aide. Soit je prépare la séance que je vais donner samedi pour l'aider et tout, pour son examen. Ou soit je vais faire le laboratoire de technologie, qui est un peu, voilà, ça prend quand même 1 heure à faire, mais c'est pas grave. Ou soit je fais déjà informatique. Il faut savoir que demain, je vais faire la moitié de la journée informatique.
histoire de, voilà, je suis très en retard dans ce cours. Du coup, voilà, peut-être que je vais commencer par, je ne sais pas si je vois la théorie d'informatique ou bien je fais, c'est un peu compliqué. Bon, ça c'est effacé. Donc, du coup, maintenant, on va dériver une deuxième fois. Ok, ça fait dériver seconde. Ça fait quoi? On va dériver tout ça, ok? Moi, d'abord, je vais dériver ça, puis je vais additionner à tout ça la dérivée de ça, comme tu sais faire normalement. Du coup, c'est quoi la dérivée de ça? C'est f'' de u, e de moins u carré sur 2, plus, maintenant, f' de u, fois la dérivée de ça, qui est moins u. Donc, moins u ici. Enfin, moins u, e de moins u carré, bien sûr, sur 2. Fais-le à ton aise, hein, pour, voilà. Et du coup, tout ça, là, c'est la dérivée de ça. Okay. Maintenant, on s'occupe de ça, maintenant. Là, il y a 3 fonctions. Okay. On va faire comme s'il y avait d'abord une fonction fois une autre fonction. Okay. Du coup, ça, c'est quoi? Plus f' de u, okay, fois e de, fois e de moins u carré sur 2 fois moins u, okay, plus la dérivée de ça, okay, plus f de u, du coup, fois la dérivée de ça. C'est quoi la dérivée de ça? C'est encore une fois une fonction fois une autre. D'abord, je dérive ça, du coup, fois moins u, et fois moins u, ça fait plus u carré, e de moins u carré sur 2, plus, maintenant, je vais garder ça, et je vais faire dériver de ça. Ça fait moins 1. Du coup, moins ça, du coup. Du coup, je fais quoi? Moins e de moins u carré sur 2, tout ça fois f de u. Voici ma dérivée. Elle est longue, hein, mais bon. Maintenant, on va simplifier. Le f'' après une fois dans tout ça, donc du coup, je le garde. F'' de u, e exposant moins u carré sur 2. Ok, attendez. Oui, j'efface quand même. Bon, ma main, là, elle est remplie de craie. Moins u carré sur 2. Ok. Là, on voit que la dérivée première se répète 2 fois. Eh bien, je mets en évidence. Plus f' de u fois tout ce qui reste. Il me reste quoi? Il me reste moins u, ok, moins u, oui, désolé. Il y a le f' de u qui se répète 2 fois, et le u carré, u exposant moins i, enfin, en gros, l'exponentielle qui se répète 2 fois, et le f' de u qui se répète 2 fois. Autant mieux mettre ces deux-là en évidence, comme ça, voilà. Du coup, je vais mettre les deux, je vais mettre ici, bon, c'est un peu mouillé. Vraiment, j'aurais pas dû mouiller ça enfin, j'aurais dû modérer. Ok. Du coup, voilà, bon, enfin, bref. Qu'est-ce que je disais encore? Je ne sais plus. Oui, informatique, en gros, il y a tellement de choses, parce qu'en fait, informatique, c'est long, et je ne pourrais pas le finir demain, à part si je passe toute la journée. Il faut savoir que j'ai 2 heures de TP en fin de journée à 16 heures, donc il y a quand même du temps, sauf qu'après manger, je ne suis pas efficace pour travailler. Et justement, je suis efficace qu'à partir de 16 heures. Voilà. Du coup, le matin, ce que je vais faire, soit je dors tôt ce soir pour me réveiller tôt demain, environ à 6 heures, pour travailler informatique jusqu'à 10 heures. Et puis de 10 heures jusqu'à 12 heures, je ferai physique quantique. Ouais, je pense que je ferai ça. Mais du coup, ça veut dire que de 6 heures à 10 heures, j'ai environ 4 heures de travail pour informatique. Soit j'utilise ces 4 heures pour faire que le nouveau MOOC, soit j'utilise pour faire l'ancien MOOC. Que ce soit l'ancien ou le nouveau, je n'ai pas vu la théorie dessus. Du coup, je dois m'aider de ChatGPT pour comprendre un peu. Genre, la stratégie, c'est la suivante. Hop, que c'est dommage, ça s'est effacé. À suivre. Bon, je rigole. En gros, sûrement, je le raconterai quand je vais effacer le tableau et que je devrais attendre que ça sèche. Comme j'ai dit, on met le f' de u et l'exponentielle en évidence. Moins u carré sur 2 fois, du coup, qu'est-ce qu'il me reste une fois que j'ai mis le f' de u et l'exponentielle en évidence? Il me reste, ici, il me reste quoi? Moins u, ok? Et ici, il me reste quoi? Encore moins u. Donc, j'obtiens moins 2u.
OK. Et donc, bah, ce que j'ai ici, c'est quoi? Il me reste quoi? Il me reste le dernier ici, qui est quoi? Si je mets le E, si je mets l'exponentielle en évidence, j'obtiens plus f de u fois l'exponentielle moins u carré sur 2 fois u carré moins 1. Voilà. OK. Là, j'ai quand même quelque chose de pas mal. Vous savez quoi? On ne va pas effacer. On va... Oups, là. Oups. On va juste switcher tableau. On va changer de tableau. Voilà. Attendez. Voilà. Et là, on a ça en bas. Bon, moi, j'ai ça en bas. Ah, il y a des craies. Waouh. Pourquoi je me casse la tête? Il y a des craies. Ok, du coup, au final, je obtiens quoi? En vrai, non, c'est pas pratique. C'est vraiment pas. Non, je préfère garder ce tableau-là et effacer tout en haut. Tout ce qui est inutile en haut. Ça, c'est inutile maintenant. On n'a pas besoin. Au pire, je réécris l'équation, chacun par cœur. Et ça, j'efface. OK. OK, c'est bon. Tout ça, j'efface parce que c'est pas utile, parce que ce sont des calculs que tu peux refaire toi-même. OK. OK. Du coup, bah, voilà. De base, comme équation de Schrödinger que j'avais, c'était moins... Oh, j'adore ce cré. J'adore. Waouh, c'est trop doux. Moins phi prime prime de u. Bon, je réécris. Non, je kiffe trop ces cré, bien, par contre. Waouh. Du coup, moins phi prime prime de u plus u carré phi de u égale à quoi? À 2 epsilon fois phi de u. OK. Et tout maintenant, rappelez-vous, hein, ça là, c'est quoi? C'est la valeur de phi de u. Je rappelle, hein, on a approximé que phi de u était environ égal à e exposant u carré sur 2. Et pour que ce soit égal, on a dit que il fallait ajouter une fonction f de u qui va faire que ce soit égal. OK? On a fait ça, et puis du coup, il fallait dériver ça 2 fois parce que ici, on a une dérivée seconde. Donc le résultat, c'était, voilà, on a dérivé tout ça. Et maintenant, quand on a dérivé tout ça, je vais remplacer, attendez, je vais remplacer ça ici, puis le phi de u qui est égal à ça, je le mettrai ici, et puis le phi de u qui est égal à ça, je le mettrai ici. En gros, là où il y a du phi de u, je mettrai ça. Et là où il y a du phi prime prime de u, je mettrai tout ça. D'abord, commençons par tout ça. Là, je vois qu'il y a un moins. Je vais diviser par moins des deux côtés pour que, voilà quoi, pour pouvoir remplacer facilement. Du coup, là, je recopie tout ça. J'obtiens quoi? Là, j'ai besoin des espaces. Je vais commencer ici et je vais aller tout là-bas. Voilà. Du coup, voilà, j'ai quoi? Du coup, j'ai phi prime prime de u, e exposant moins u carré sur 2, OK, plus phi prime, attendez, phi prime de u fois e exposant moins u carré sur 2, fois, oui, du coup, moins 2u, bien sûr, ici. Au pire, je vais effacer ça. Moins 2u, f prime de u, fois e exposant moins u carré sur 2. Et pour finir, le dernier terme, plus f de u, OK, e exposant moins u carré sur 2, u carré moins 1. OK, c'est bon. Là, j'ai juste remplacer le phi prime prime à sa place. Maintenant, il me reste le moins u carré phi est égal à tout ça. Du coup, je fais quoi? Moins u carré fois le phi ici. Phi, c'est quoi? C'est ça, phi. Dans ce cas, j'aurai moins u carré fois f de u fois e exposant moins
u carré sur 2. Je réécris. Moins u carré sur 2. Tout ça égale à quoi? Moins 2 epsilon fois phi de u. Donc, j'obtiens moins 2 epsilon fois, à la place de phi de u, je remplace ça par grand f de u fois f exponentielle de u carré sur 2, de moins u carré sur 2. Du coup, j'obtiens f de u e exposant moins u carré sur 2. Ok, maintenant, je vais simplifier et mettre en évidence des choses. Ça, il reste tout seul. Il apparaît une seule fois. Du coup, ça fait f' de u, e exposant moins u carré sur 2. Ok. Maintenant, le f', pareil, il n'apparaît qu'une seule fois. J'obtiens du coup moins 2u f' de u exponentielle de moins u carré sur 2. Et là, le grand travail, c'est ça. Il me reste f de u ici, f de u ici et f de u ici. Déjà, lui, je le mets de côté et j'aurai un plus 2. J'aurai un plus 2, regardez. J'aurai un plus 2 oméga. Enfin, 2. Comment dire? Plus 2. Attendez. 2 epsilon égale à 0. OK? Et donc, ce que j'obtiens, c'est. Attendez, où j'en suis, moi? OK, voilà. Et du coup, bah, voilà, maintenant, je vais mettre. En fait, je vais mettre en évidence le f de u, ok, e exposant moins u carré sur 2, fois tout ce qui reste. Ok. Qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce qui me reste? Ici, si j'enlève le phi de u exponentiel, il me reste u carré moins 1. U carré moins 1. Ici, si j'enlève le f de u exponentiel, il me reste du moins u carré. Et ici, si j'enlève le f de u exponentiel, il me reste le plus 2 epsilon. OK, égal à 0. Et tu vois bien que là, u carré moins u carré, ça fait 0. Et il me reste quoi? Il me reste moins 1 plus 2 epsilon. Du coup, je l'écris. Moins 1 plus 2 epsilon. OK, égal à 0. Et voilà. Okay, là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer ça, car c'est dégueulasse. OK, j'efface ça. Enfin, on dit que c'est deux mots le plus dur, mais croyez-moi, si j'ai que ça à faire pour l'examen, je suis content, moi. Mais le plus dur, c'est pas ce deux mots-là, c'est de parcourir tout le cours, croyez-moi. Pour moi, en tout cas. Moi, ce qui est compliqué, j'adore. Ce qui est compliqué est facile pour moi, et ce qui est facile pour tout le monde est difficile pour moi. Bien. Donc, j'ai ça, là, du coup. Voilà. Maintenant, vu qu'il y a ça qui se répète ici, ici et ici, bah, je peux simplifier. Soit tu barres tout, tu barres ça, tu barres ça, tu barres ça, parce que l'exponentielle peut être égal à 0, donc tu peux simplifier. Tu peux diviser par tout, tu peux diviser tous les membres par e exposant moins u carré sur 2. Et si tu ne sais pas pourquoi on fait ça, eh bien on peut mettre en évidence le e exposant moins u carré sur 2. On le met en évidence et puis on le barre des deux côtés. Enfin, on le simplifie. On divise par ça à gauche et à droite. Et vu qu'il y a un 0 ici, eh bien, bah, c'est comme si tu l'as enlevé. Voilà. N'hésite pas à faire ça de ton coin si tu as du mal à accepter ce que je veux dire maintenant. Et donc, j'obtiens quoi au final? F' de U, ok, moins 2U F' de U, ok, plus 2 epsilon moins 1 fois F de U égale à 0. Et voici la dernière équation, je vous rassure. En vrai, non, arrêtez, ce n'est plus une équation de Schrödinger là maintenant. On n'a plus, voilà. Par contre, en le résolvant, on aura trouvé le phi de U qui va nous aider à trouver la solution de l'équation de Schrödinger. N'oubliez pas, le but de tout ça, c'est de trouver ça maintenant. Là, j'ai une équation de différentiel, voilà. J'ai une équation de différentiel de second ordre. Sauf qu'elle n'est pas linéaire. Elle n'est pas linéaire parce qu'il y a un U ici. Et on sait que, bah, voilà, on ne sait pas résoudre ça comme on sait le faire avec les équations linéaires de second ordre. Du coup, là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que
grâce à un mathématicien qui s'appelle Hermite, on va pouvoir approximer la solution par une série de Taylor. Pourquoi? Parce que le mathématicien Hermite a démontré, voilà, je suppose qu'il a démontré, mais en tout cas, dans le cours, on dit que c'est lui qui a proposé cette idée-là. Quand tu as une équation du second degré, non, quand tu as une équation différentielle de second ordre, de la forme de y' plus p de x fois y' plus q de x fois y égale à 0, quand tu as ça là, eh bien, et que, bien sûr, le p de x et le q de x sont des fonctions qu'on peut développer par les séries de Taylor, eh bien, la solution de y, c'est quoi? C'est y de x sera environ égal à la somme des séries. Bon, on va dire qu'il est égal parce qu'en fait, quand tu vas à l'infini, tu converges vers la fonction. Et du coup, il sera égal à quoi? À la somme de k égale à 0. De quoi? De y' en x0, ok, fois x moins x0 exposant k. Ok, bien sûr sur k factoriel, il me semble. Ouais, sur k factoriel. Voilà. Il me semble que c'est ça, je ne suis pas certain. Le Taylor, c'est quoi encore? C'est Taylor, c'est... Ouais, non, c'est ça. Et donc, donc voilà. En gros, quand tu as une équation différentielle du second ordre et que le coefficient devant le y' et le y normal sont des fonctions polynomiales, si possible, ou même des fonctions qu'on peut développer par série de Taylor, eh bien, dans ce cas, la solution de cette équation différentielle-là est la somme et la série Taylor de cette fonction-là. La série Taylor, on va dire en gros, on peut l'exprimer avec des polynômes, quoi. Une somme infinie de polynômes. Et voilà. Ça, c'est quoi? C'est la solution. Mais du coup, c'est bizarre. Comment tu... Ça, c'est quoi en réalité? J'ai un peu oublié l'expression. Je vais lire dans le syllabus parce que j'ai plus le temps pour réfléchir et trouver comme j'aime le faire. Ah, ok. Ah, c'est bon. Ah, ok. En gros, c'est vrai. Ça, c'est la série de Taylor, ok? C'est vraiment vrai. Bon, après, c'est juste quoi. Sauf que, on va, regardez, vous voyez ça? On va poser que c'est une constante. Ce sera quoi? Au final, on a quoi? On a somme des k égale à 0 jusqu'à infini de quoi? De ck fois x moins x0 exposant k. Voilà. Dans le cours, on prend plutôt la lettre J au lieu de K. Du coup, on va faire avec J maintenant. Mais tu peux le faire avec K, hein. Mais voilà. Parce que le K, on va l'utiliser ailleurs. Voilà. Ça, c'est une série Taylor, sauf que les coefficients qui sont devant le x moins x0 exposant J, on met tout ça dans le CJ, qui est un coefficient qui dépend de J, parce qu'il y a le K factoriel qui est en bas, n'oubliez pas. Et donc, voilà. Ça, c'est ce que Hermite dit. Il y a deux conditions pour lesquelles la solution que tu cherches à cette formule-là. La première, c'est que ce qui est devant le y' et le y doivent être des fonctions qui sont développables par les séries Taylor. Est-ce que c'est ce qu'on a ici, nous? Nous, on a ça. Du coup, tout ce qui est inutile, j'enlève. J'enlève ça. Ouais, j'enlève ça. Nous, on a quoi, nous? Et j'enlève ça aussi. Car c'est pas utile. Du coup, nous on a quoi? On a que, on a ça, y', c'est ça, f' de u. On a une fonction ici qui est moins de u, et on a une fonction constante qui est 2 epsilon moins 1. OK? Ce qu'on fait, c'est que, en gros, ces fonctions-là, ce sont des fonctions polynomiales. Polynôme de degré 1 et polynôme de degré 0. Et donc, c'est bon, ça remplit le critère que ce sont des fonctions qui peuvent être développées par les séries Taylor. Tout polynôme peut être développé par une série Taylor. Et donc, dans ce cas, on peut, et aussi deuxièmement, c'est une équation du second ordre des différentiels.
les deux constitutions sont réunies. C'est second ordre différentiel avec ça comme fonction qui sont développables en série de Fourier. Non, en série de Taylor. Et on remplit les conditions. Donc, on peut dire que f de u sera égal à quoi? À la somme infinie de j égale de j, on part de j égale à 0 jusqu'à infini. C'est une somme infinie, une série en réalité. Égale à quoi? Cj fois x moins x0. Or, ici, x0, c'est quoi? Je n'ai pas dit, hein, mais j'ai oublié de dire, mais il a dit que dans le cas, excusez-moi, dans le cas où p de x est développable en série Taylor au voisinage de x0, parce que en fait, Taylor, tu développes une fonction autour d'un point, okay? Au voisinage de un point, eh bien, tu peux avoir ça comme formule. En fait, il faut que p de x et q de x soient dérivables autour de x0. Ça va? Et voilà, autour de x0, et c'est tout, je pense. X0. Et du coup, x0, ici, c'est quoi? Comment on trouve x0? Eh bien, x0, je ne sais pas si on choisit, c'est nous-mêmes qui choisissons ou pas. X0, en fait, ça va dépendre de ce qu'on a ici. Ok. Attendez. Je vais juste voir l'annexe qui parle de ça. Comment on choisit x0? Ok, c'est arbitraire. En gros, x0 doit appartenir au voisinage, quoi. Tu vois, le voisinage de... En gros, x0, c'est... Non, attendez. En gros, soit i, l'intervalle où cette équation différentielle existe. Non, en gros, soit i, l'intervalle où p de x et q de x existe. x0 doit appartenir à AB. OK? Et je vais voir si c'est exclu ou inclus. C'est inclus. OK. x0 doit appartenir à ça. Dans le cas où il y a en gros, pour tout x0 qui appartient à cet intervalle-là, on peut développer une série de Taylor pour ces deux-là. Si c'est possible, alors on dirait que la solution de l'équation différentielle de Hermite, la solution, elle est égale à ça. OK? En réalité, égale à ça. Voilà. Si le x0 appartient à l'intervalle. Ici, on a une fonction où on a comme variable u. Du coup, le u0 peut être ce qu'on veut, tu vois. Et pour faciliter la tâche, on va dire que le u0, du coup, là, c'est u moins u0. Le u0, pour faire simple, on va dire que c'est 0. Comme ça, c'est facile. Hein. Le point, tu peux choisir n'importe quel point que tu veux, mais voilà. Ici, je prends x0 égale à 0, donc j'obtiens u, exponent j. Voilà. Et du coup, ma fonction, c'est ça. Okay. Ça, c'est ma solution. Okay. C'est bien beau. J'ai la solution. Okay. Mais encore une fois, tout n'est pas connu ici. C'est quoi CJ? En gros, le UIJ, c'est des polynômes. C'est comme si tu avais U exposant 1 plus U exposant 2 plus U exposant n. C'est un polynôme. En gros, ta fonction, ta solution, f de U, c'est un polynôme. Oui, c'est un polynôme. On dit que c'est égal à un polynôme parce que ça respecte les critères de Hermite qui dit que quand tu as ces critères-là réunis, ta solution est un polynôme comme ça. Et ben voilà. Du coup, on a les critères réunis, et donc on peut dire que f de u est un polynôme. Sauf que les coefficients devant le polynôme, C1, C2, Cn, on ne connaît pas. Il faut les trouver. Et pour les trouver, on va faire quoi? On va prendre ça, on va l'injecter là-dedans. Tu vois, là-dedans, on va l'injecter. On va mettre la valeur ici, tout ça là-dedans, à chaque fois, là où il y a du f de u. Ainsi, on obtiendra des conditions qui vont nous aider à trouver le CJ. Je ne vais pas le faire, on va faire ça une autre fois, parce que j'ai plus de temps, il est 19h31. Et voilà, c'est tout. Du coup, voilà. Pour récapituler, au début, on avait une équation de Schrödinger avec le potentiel harmonique. On l'a ramené sous une forme simple comme ça, en faisant des changements de variables, comme le u égale à x sur b, le b égale à ça et le epsilon égale à ça. Et donc, avec ces changements de variables,
on s'est ramené à une équation différentielle plus propre, facile à manipuler. Et puis, vu qu'on a un potentiel confinement, un potentiel qui diverge quand x tend vers l'infini, en gros, quand la particule s'éloigne, eh bien, on pouvait approcher la solution phi de u par un exponentiel moins u carré sur 2. En réalité, c'est exponentiel d'une formule, mais la formule, on l'a appliquée et ça donnait moins u carré sur 2. Et donc, pour que ce soit égal, vu que nous, on veut que ce soit égal, on a dit que c'est égal à ça fois une fonction f de u qu'on va chercher. Et pour chercher, c'est quoi? On a dû remplacer tout ça là où il y a du f de u. On a obtenu tout ça. Et puis maintenant, le problème, c'est que maintenant, on ne sait pas résoudre ça. Et donc, on utilise le théorème de Hermite, qui dit que si les coefficients devant le y' et le y sont des fonctions qu'on peut développer autour d'un point x0 par la série Taylor, si c'est possible, eh bien, la solution de cette équation-là, différentielle de second ordre, eh bien, elle est égale à un polynôme qui s'écrit comme ça. On va sommer des termes de polynôme à l'infini, où il y a un CJ. Et donc, on applique. Du coup, le f de u, vu que l'équation différentielle remplit les conditions de Hermite, eh bien, on peut dire que le f de u qu'on cherche, et c'est un polynôme, on va dire, c'est une somme infinie de polynômes où il y a un coefficient, c'est CJ. Et le CJ, on ne connaît pas. Et donc, tout l'enjeu maintenant, c'est de trouver le CJ. En faisant quoi? On prend tout ça là et en le mettant là-dedans, et c'est bon. Et on verra une condition qui va nous dire que CJ vaut ça ou quoi. Et une fois qu'on a CJ, on aura f de u. Une fois qu'on aura f de u, on aura phi de u. Et une fois qu'on a phi de u, on aura phi de b fois u qui nous donnera phi de x. Voilà. Au début, on a un phi de x, et puis on est passé là, puis on est passé à là, et puis on est passé à là. Bref, t'as compris. Bon, on va faire ça une autre fois. Merci de m'avoir écouté. Porte-toi bien et voilà. À une prochaine fois.